Maître Amadou Sall, bonsoir. Bonsoir. Ancien ministre de la Justice et vice-président du Parti des libéraux et des démocrates. On a beaucoup de questions politiques à vous poser, mais d'abord, parlons justice avec les magistrats du pôle judiciaire financier qui seront installés ce mardi. Quelles sont vos craintes et vos attentes dans ce contexte? Oui, d'abord, c'est nous féliciter de ce que ce pôle financier ait pu enfin voir le jour. Je rappelle que ce n'est pas sorti du néant. Depuis très longtemps, chaque fois qu'il y a eu des concertations, dialogue national, la question du pôle financier a été posée. Cette question a été posée pour la nécessité d'abord de la gestion transparente de nos finances publiques et des finances d'une manière générale, et également pour la reddition des comptes. C'est tout à fait normal que pour ce qui concerne les comptes publics et même les comptes privés, que la transparence puisse rassurer à la fois les investisseurs, mais également tous ceux qui commercent dans les affaires. Je dois simplement dire que c'est vrai que c'était une exigence du dialogue national, mais en même temps, il y a une démarche unilatérale. Parce que lorsque des choses aussi importantes sont posées en termes de principe, il est bon qu'il y ait une concertation autour des règles, autour des procédures, autour du fond, autour de la démarche. Parce que, enfin, même si c'est une affaire tout à fait nouvelle pour notre pays, tout le monde est concerné. Les magistrats sont concernés, les auxiliaires de justice, avocats, notaires, huissiers sont concernés, les hommes d'affaires sont concernés, les associations de consommateurs sont concernées, les associations de citoyens sont concernées. Il faut bien qu'on s'entende sur le contenu de tout cela, parce que c'est ça qui nous protège. On ne peut pas dire qu'on vient pour protéger les citoyens et ensuite qu'il y ait cette espèce de gestion clandestine des choses. Encore que... Vous parlez de démarche unilatérale du nouveau pouvoir? Oui, du nouveau pouvoir du point de vue de la mise en place des procédures. Il aurait été plus simple de continuer la concertation parce que c'est le fruit d'une concertation, c'est le résultat d'une concertation. Cette concertation aurait pu continuer avec les sachants, avec les experts. Mais les assises, il y a eu cette concertation durant les assises de la sur justice. Ces questions, il y a des choses qui restent. Mais bref, ce n'est pas la panacée, d'autant qu'il y a d'autres choses. Ce n'est pas seulement le pôle financier qui nous intéresse, il y a le pôle antiterroriste. Nous savons aujourd'hui que notre pays est entouré par une ceinture de feu. Et qu'à chaque instant, d'ailleurs, on ne sait pas qu'est-ce qui risque de se passer parce qu'on nous parle souvent de réseaux dormants. Donc, il faut bien aussi, sur ces questions-là, qui nécessitent une véritable coopération au niveau international et une spécialisation plus accrue des différents acteurs, qu'il y ait un pôle antiterroriste. Pas seulement un financier, un pôle antiterroriste. Mais on verra bien. De toutes les façons, je me réjouis déjà de ce que ça a été fait. Cette installation. Mais le contexte aussi est tel que nous avons la désagréable sensation, la désagréable impression que tout est fait aujourd'hui de sorte que il y ait une espèce de chasse aux sorcières qui ne dit pas son nom, mais qui a déjà commencé. Et ça ne rassure pas. Mais je pense que les magistrats se comporteront d'une manière générale comme de dignes et loyaux magistrats. Alors, chasse aux sorcières, vous l'avez lâché le terme tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez suivi peut-être la conférence de presse de Madame Aminata Touré qui a parlé, elle, de chasse au Njublang. C'est le terme, en tout cas, qu'elle a utilisé. Mais restons sur l'installation du PJF. Je parle de crainte et d'attente parce qu'il y a une séquence politique importante qui va s'ouvrir. Est-ce que vous craignez que la reddition des comptes soit utilisé comme un argument politique en vue des législatives, c'est ce que vous voulez dire? Bon, avant de répondre, vous avez parlé de Mme Aminata Touré, pour qui j'ai à la fois du respect et de l'affection, mais quand elle parle de chasse au Njublang, il ne faut pas qu'elle oublie, elle aussi, qu'elle a été Premier ministre. Certainement qu'entre Njublang, ils se comprennent. Elle a pu peut-être en faire partie. En tout cas, moi je ne connais pas les Njublang, elle les connaît. Ceci étant, je considère simplement que la façon dont les choses se déroulent sous nos yeux ne rassure pas. Elle ne rassure pas parce qu'il y a une intrusion de l'administratif, du politique, dans la gestion des délits et des procédures criminelles. Qu'est-ce que vous fait dire ça? Ce qui me le fait dire, c'est très simple. Nous avons assisté au moins à 3 personnes qui ont été refoulées.
il y a le ministre Abdoulaye Sow qui a été refoulé à l'aéroport. Je crois qu'il y a le ministre Lat Diop également qui a été refoulé. Et il y a le citoyen Manarsal qui a été refoulé. DG de ceci devrait inquiéter tous les démocrates et tous ceux qui se battent pour les droits de l'homme. Parce qu'en République, il n'y a pas de poursuite clandestine. Il n'y a ni confinement administratif, ni visa de sortie. Et c'est la loi qui prévoit comment les Sénégalais sont entravés dans leur liberté. Les Sénégalais, chaque Sénégalais, nous tous, nous devons rendre compte de notre gestion. La reddition de comptes concerne tout le monde, concerne les privés comme les publics. Personne ne conteste cela. Mais nous ne pouvons pas interdire à quelqu'un de sortir du pays alors qu'aucune poursuite n'est engagée contre la personne. Mais pour nécessité d'enquête, j'interroge le juriste. Non, je vous dis, il n'y a que deux cas. Non, c'est impossible. Un citoyen de sortir du pays. C'est impossible. Non. Sauf à violer la loi. Sauf à faire une violence d'État. Il n'y a que deux circonstances dans lesquelles quelqu'un peut être entravé dans sa liberté d'aller et de venir. Le premier cas, c'est lorsqu'il y a une enquête de flagrance. Dans le cadre de l'enquête de flagrance, l'officier de police judiciaire, qu'il soit gendarme ou policier, a le droit, dans le cadre de son enquête, d'empêcher n'importe quelle personne de s'éloigner du lieu de son enquête durant le temps de ses opérations. Donc, durant le temps de ces opérations, il notifie à la personne visée qu'elle ne peut pas s'éloigner, a fortiori qu'elle ne peut pas quitter le pays. C'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est lorsque le juge d'instruction lui-même entrave la liberté de quelqu'un en le mettant sous liberté surveillée. Liberté provisoire, liberté conditionnée, sous bracelet électronique, etc. En dehors de ces cas, il n'y en a pas un autre. Donc, et même s'il y en avait, il ne peut pas y avoir d'unilatéralisme clandestin. Quand quelqu'un est interdit de sortir du territoire, ce n'est pas à l'aéroport qu'il va le savoir. On doit le lui signifier. Ce n'est pas à l'embarcation. Absolument. Parce que chaque Sénégalais a le droit, lorsque sa liberté est entravée, d'exercer des recours. Mais pour exercer des recours, encore, faudrait-il être informé. Et dans ce cas précis, les gens ne sont pas informés. On nous parle d'une liste de 200 personnes qui sont interdites de sortir du territoire. Ces personnes-là, elles ne sont pas interdites de sortir du territoire. C'est l'État, l'administration, le gouvernement qui exerce une violence inouïe et inacceptable sur ces personnes. Mais dont on ne connaît même pas l'identité. Dans le même temps, quand l'actuel Premier ministre, M. Ousmane Sonko, est bloqué chez lui pendant 55 jours, est-ce que vous disiez la même chose? Absolument. On m'a interrogé, je crois, ici. J'ai dit ce que j'en pensais. Et j'avais dit qu'au-delà d'un certain délai, c'était illégal. Je l'ai dit. Et si je suis capable, moi, de dire que le confinement de Ousmane Sonko était illégal, de mon point de vue, de la même façon, je dis qu'aujourd'hui, ce qui se passe est encore plus illégal. Parce qu'Ousmane Sonko, on l'a pris par la force, on l'a mis quelque part. Et ses avocats étaient là, ses avocats avaient la possibilité d'exercer des recours. L'ont-ils fait, ne l'ont-ils pas fait, à eux de se prononcer. En tout cas, moi, pour ce qui me concerne, j'avais dit ce que j'avais à dire sur cette question-là. De la même façon, je dis aujourd'hui que les Sénégalais qui sont interdits de sortir du territoire de façon unilatérale par le gouvernement, c'est une illégalité. Et je vais plus loin. Je vais plus loin et je le dis en regardant les Sénégalais les yeux dans les yeux. Ni un policier, ni un gendarme, s'il n'est dépositaire d'un acte qui a une certaine légalité, ne peut empêcher quelqu'un de sortir. Parce qu'il engage aussi sa responsabilité personnelle. Vous connaissez la théorie des baïonnettes intelligentes. Ce n'est pas parce qu'on est policier qu'on cesse de réfléchir. Ce n'est pas parce qu'on est gendarme qu'on ne réfléchit pas. Si à un gendarme, on lui dit arrête telle personne, alors que celui qui dit de m'arrêter ou d'arrêter la personne n'a aucune qualité et n'exhibe absolument aucun acte pour le faire, il appartient à celui à qui on a donné cet ordre-là de refuser cet ordre illégal. Sinon, il engage sa propre responsabilité. Et je vais plus loin. Oui, mais juste sur, si vous permettez, la reddition des comptes, c'est quand même un impératif. Absolument. Quand on a été à la gestion de la chose publique, nous en sommes d'accord. Je reviens sur l'interpellation qui a été faite par Mme Aminata Touré, qui a interpellé directement l'ancien Premier ministre Amadou Ba sur ses anciennes responsabilités avant d'aspirer à de nouvelles. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Vous savez, moi, je suis très direct. Oui. Madame Aminata Touré, avec tout le respect que je lui dois, a été Premier ministre. Est-ce qu'on va lui dire rendez compte? Non. Il ne s'agit pas de dire à quelqu'un vous êtes riche. Farba Ngom a dit ici
tous les Sénégalais l'ont entendu. Il a dit que lui, Farba Ngom, a pris 300 millions qu'il a remis à Mme Aminata Touré pour l'acquisition de sa maison. C'est lui qui l'a dit. Est-ce qu'Aminata Touré s'est défendue? Est-ce qu'elle a fait une procédure contre Farba Ngom? C'est une accusation de Farba Ngom. Mais on ne va pas refaire le monde parce que quelqu'un vous accuse. Oui. Il faut bien que, quand on dit qu'Amadou Ba est un voleur, il faut bien faire des procédures contre Amadou Ba. Et qu'il a atteint un niveau de richesse extraordinaire. Quel niveau de richesse? Quel est son niveau de richesse? Pour un fonctionnaire. Et pour un fonctionnaire, vous savez très bien, oui. Moi je n'entre pas dans ce débat. Je suis un libéral, j'ai fait mes armes, entre autres, avec le président Abdoulaye Wade, qui disait qu'il n'y a aucune honte à s'enrichir. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire dans ce pays que quiconque est à la tête d'une petite fortune, d'un bien foncier, ou supposé d'ailleurs, est un voleur. Quelle est la fortune de Amadou Ba? Quelle est la fortune de Moussa Ndiaye? Quelle est la fortune de Amadou Sall? Quelle est la fortune d'Aminata Touré? Quelle est la fortune de tel et tel? Nous n'allons pas entrer dans ce jeu, j'allais dire, mesquin, infantile, où nous allons infantiliser la classe politique sénégalaise en disant tel a une voiture, où est-ce qu'elle a pris sa voiture? La voiture coûte tant, on va dire tel porte un bijou, combien coûte ce bijou? Nous ne pouvons pas entrer dans ce débat. C'est un débat de bas étage, c'est un débat ordurier, et j'estime que la classe politique sénégalaise devait avoir un peu plus de classe et de retenue pour entrer dans ce débat de bas étage. Oui, mais le nouveau régime ne cesse de dire que les finances publiques, Maître Amadou Sall, ont été mal gérées, gestion publique empreinte de légèreté même, a dit le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et les Sénégalais s'interrogent. Est-ce que ce n'est pas important aussi pour vous que toutes ces choses et ces dossiers qui ont été mis sous le coude, rappelons-le encore une fois, soient éclairés? Donnez-moi le droit d'être désobligeant même à l'endroit du président de la République, en disant que je ne le crois pas. Je ne crois pas à sa parole. Il dit que oui, je ne crois pas à la parole du président de la République. C'est mon droit. Pourquoi? Parce qu'il a manqué à sa parole. Il a montré, il a manqué à sa signature. Il a dit une chose, il a fait le contraire. Mais je n'entre pas dans ce débat. On va en parler, ça c'est la séquence politique. Je n'entre pas dans ce débat. Oui. Quand le président de la République dit qu'il y a une mauvaise gestion des affaires publiques, quelle est sa preuve? Qu'est-ce qu'il met entre nos mains? Rien, à part sa parole. Pourquoi voulez-vous, ma foi, que je croie à sa parole? Je ne le crois pas. J'ai le droit de dire que je ne crois pas à ce qu'il dit, qu'il m'apporte des preuves. Moi, je suis comme saint témoin. Je crois à ce que je vois. Le président de la République a parlé. Il a parlé, son Premier ministre a parlé, ils n'ont fait que parler. En dehors de leurs paroles, ils ne mettent rien entre nos mains. Et leurs paroles ne me suffisent pas. Laissez-moi le devoir d'être désobligeant pour ce qui les concerne. Je ne les crois pas. Très bien. On va parler politique, Maître Amadou Sall. Je rappelle que vous êtes vice-président du Parti des libéraux et démocrates, membre donc de l'Alliance pour la transparence des élections. ATEL, on va vers des législatives le 17 novembre prochain. L'Alliance met en garde le pouvoir en place contre toute démarche solitaire concernant le cadre électoral. Quelles sont vos inquiétudes concrètement? Nos inquiétudes et les miennes, ma première inquiétude, j'allais dire, c'est ce jeu de cache-cache. Le président de la République, je crois, au mois de juillet, a saisi le Conseil constitutionnel d'un avis. Oui. Le Conseil constitutionnel a fait un avis, lui a transmis l'avis en disant que cet avis sera publié au journal officiel. Le président de la République l'a conservé par devers lui. Il en a le droit, parce qu'il en est le seul destinataire. Il en a discuté avec ses collaborateurs. J'ai entendu, c'est ici je crois que j'ai entendu un de ses collaborateurs nous dire que l'avis du Conseil constitutionnel a supprimé le parrainage. Tout à fait. Mais personne ne le savait. Les dispositions du Code électoral ne seront pas applicables aux prochaines législatives. Mais personne ne le savait. Oui. La décision date de quelques mois. Oui. Le président de la République l'a gardée. Oui. En a discuté avec ses propres amis. Elle n'en a pas discuté avec les citoyens. Pourquoi voulez-vous que je puisse croire à sa parole? Pourquoi voulez-vous que je ne m'inquiète pas par rapport à ce que je sens? Premièrement. Deuxièmement, le code électoral sénégalais est un code consensuel depuis 1992. Tout à fait. Et ce code électoral consensuel est un code bâti non seulement sur un consensus à la base, mais sur un consensus et un dialogue permanent. Il y a la revue du code qui se fait de façon constante autour du ministre de l'Intérieur pour discuter d'un certain nombre de questions. Par exemple,
les listes électorales. Oui. Aujourd'hui, on va vers un scrutin législatif. Comment est-ce qu'on fait avec ceux qui viennent d'avoir la majorité? Oui. Comment on va faire la différence entre la liste nationale, la composition liste nationale, liste départementale? C'est autour d'une discussion, autour d'un débat qu'on organise ça. Comment on va, quelle est la procédure pour y arriver? Quels sont les délais? Mais c'est des choses sur lesquelles on a toujours discuté. C'est parce que précisément, on en a discuté qu'il y a eu 3 présidents de la République, 4 présidents qui ont été régulièrement élus. Abdou Diouf, quels que soient les débats et les contestations, il a été élu régulièrement. Abdoulaye Wade a été élu régulièrement. Macky Sall a été élu régulièrement. Diomaye Faye a été élu régulièrement. Ce code, il est bon. Oui. Le consensus qui préside à ces destinées, il est bon. Oui. Il faut le maintenir. Ils ne l'ont pas maintenu. Il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de débat, il n'y a rien. C'est une gestion clandestine. Oui. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas quel est le délai. La campagne électorale, est-ce qu'elle va durer 21 jours? Est-ce qu'elle va durer moins? Oui. Mais tout ça, ça se discute. Oui, mais justement, le président, il s'est exprimé il y a 3 jours. Hein, il s'est exprimé le 13, exactement. La date, on la connaît. Maintenant, exactement, qu'est-ce que vous voulez concrètement? Vous appelez à des négociations en même temps? À des concertations plutôt. Oui, et vous demandez, et vous dites en même temps que vous ne croyez plus à la parole présidentielle. Est-ce qu'on ne va pas vers des blocages aussi? Ma foi, le président n'a pas de parole. Pourquoi voulez-vous que je croie à une parole qui n'existe pas? Sa parole n'existe pas. Vous êtes témoin. Je ne vous le dis pas, je ne vous l'apprends pas. Il convoque l'Assemblée nationale le 13, il prend un décret, je dis je vous convoque le 13. Le 12, il dissout. Quel est ce jeu de cache-cache? Où est sa parole? Où est sa signature? C'est quoi cette signature? Pourquoi voulez-vous que je le croie? Donc pour vous, la séquence politique risque d'être compliquée, vu que vous ne croyez plus ça dit que je ne crois qu'à une seule chose. Vous ne lui faites plus confiance. J'ai le droit de ne pas lui faire confiance. Je ne fais pas confiance au président de la République. C'est mon droit. En tant que citoyen sénégalais. Je suis libre. Et dans un pays libre, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Ma pensée, ma liberté, c'est que je ne crois pas à sa parole. Parce que sa parole, il n'a pas tenu parole. Il n'a pas respecté sa parole. Il n'a pas respecté sa signature. Il nous dit qu'il a un projet. Il a un projet. On en a entendu parler. Il a été installé le 3 avril, le 2 avril. Nous sommes aujourd'hui au mois de septembre. Le septembre est déjà à mi-septembre. Nous sommes à 6 mois. Depuis 6 mois, le président de la République, son projet est une arlésienne perdue au château. D'accord? Et cette arlésienne-là, personne ne la voit. Il exécute un budget qui n'est pas le sien. Jusqu'au moment où je vous parle. Le budget que Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal, exécute, c'est le budget qui a été voté par le Premier ministre Amadou Ba. C'est ce budget qu'il exécute. Et sous la direction du président Macky Sall. Et en termes de recettes et de dépenses. Étant entendu qu'entre-temps, la situation économique du pays s'est détériorée, de sorte qu'on n'a pas eu les mêmes recettes. Et il n'y a aucune amélioration, aucune modification. La situation s'est détériorée du fait d'une mauvaise gestion. Aussi. Mais la mauvaise gestion, c'est vrai, je ne discute pas parce que il exécute un budget qu'il n'a pas pensé, mais quand on exécute quelque chose qu'on n'a pas pensé et qu'on n'est pas capable de modifier... Il est héréditaire d'une situation économique compliquée, il faut aussi le reconnaître. Mais il ne s'agit pas simplement d'être héritier de quelque chose, mais on a vu des gens hériter d'une situation catastrophique et par leur capacité, parce qu'ils nous ont dit qu'ils avaient ces capacités, qu'ils avaient ces compétences, par leurs compétences, leurs capacités changées, mais ils n'ont rien modifié, absolument rien. Rien modifié. Quelle est la modification qu'ils ont proposée? Aucune, depuis qu'ils sont là. Et ils nous parlent de leur projet. Projet. Donc, projet n'existe pas. Pourquoi voulez-vous, laissez-moi aussi encore une fois, le droit d'être désobligeant en disant je ne les crois pas. Parce que ce qu'ils disent est sans fondement. C'est des paroles en l'air. J'allais dire paroles. Donc si je vous suis dans votre logique, vous ne croyez même pas à la tenue des législatives alors? Ah non, là, c'est acté. L'Assemblée nationale est dissoute. Une date est prévue. L'élection, sauf avis contraire, se tiendra à cette date-là. Mais je ne crois pas qu'ils sont capables de tenir cette élection dans la plus grande transparence. De sorte que l'expression des citoyens
correspond. Malgré la jurisprudence du 25 mars avec le Conseil constitutionnel qui a quand même tenu les poutres de la République. C'est la raison pour laquelle l'opposition a créé l'ATEL. Oui. A créé ce cadre unitaire d'action pour parler d'une même voix et imposer un rapport de force. Le gouvernement, le président de la République impose aujourd'hui à la classe politique un rapport de force. Oui. Et nous sommes obligés, malheureusement, d'exercer ce rapport de force avec lui. Il vous dicte un agenda politique, c'est ce que vous Non, dites. il ne dicte pas un agenda politique. Oui. Il nous impose un rapport de force. Et quand on nous impose un rapport de force, nous relevons le défi. Oui. Et aujourd'hui, l'élection va se tenir, les législatives se tiendront donc le 17 novembre. On nous annonce que le parti présidentiel va présenter ses listes le 27 septembre prochain. Du côté de l'ATEL, quelle sera la démarche? Oui, la démarche, naturellement, hein, notre vœu pour le moment. Bon, des discussions se tiennent. Oui. On ne met pas, les discussions ne se font pas sur la place publique. Des discussions se tiennent pour présenter un bloc assez homogène pour faire face. Oui. Mais je dois avouer que je suis encore plus inquiet, pas par rapport à l'opposition, mais par rapport au pouvoir. Parce que, enfin, voilà à peu près, on sait où va le pouvoir. C'est-à-dire, on va à des élections, on a installé un pôle financier, on a interdit à certains de sortir, on a dissous l'Assemblée, voici les voleurs de la République. Oui. C'est pourquoi d'ailleurs, Mme Aminata Touré nous dit, rendez compte. Mais s'il présente aussi des dossiers en béton, Maître Amadou Sall... Non, vous savez, un dossier en béton, ce n'est pas un dossier qu'on présente à la veille d'élection. Mais nous sommes prêts à relever le défi. Non, ils sont là depuis quelques mois, ils sont là depuis 6 mois. Oui. S'ils ont des dossiers, ils n'ont pas, pendant 6 mois, ils n'ont pas fait de dossier, ils n'ont rien fait. Oui. D'accord. Mais il fallait mener des enquêtes, on est d'accord. Oh, les enquêtes étaient déjà menées. Vous savez, l'inspection générale d'État est là. Oui. L'inspection générale d'État a fait ses enquêtes depuis très longtemps. Le contrôle financier a fait ses rapports depuis très longtemps. Oui. Ces rapports sont destinés au président de la République qui les a. Ils n'en ont jamais parlé, ils les ont gardés. Ils ont mis le coude sur ces dossiers, ils se sont assis sur ces dossiers, ils attendent 1 mois de l'élection, des élections législatives pour dire on va sortir tout ça. Vous savez, c'est très facile, comme disent les Français, mentez, 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 il en restera toujours. Ils vont venir, ils ont commencé en disant oui, Amadou Ba est riche, mais vous savez, Bah Diakhaté. Oui. Bah Diakhaté a apporté la preuve. Bah Diakhaté que vous avez défendu. Oui, que j'ai défendu, a apporté la preuve devant le tribunal que Ousmane Sonko n'a pas dit l'exacte vérité quand il disait qu'il n'avait qu'un terrain, c'est le terrain de Kergorgui. Oui. Il a apporté la preuve que Ousmane Sonko avait un terrain à l'aéroport qu'il a vendu à 100 millions. Il a apporté le dossier, il a apporté la preuve. D'accord, alors... Il a apporté la preuve devant le tribunal. Il a apporté la preuve devant le tribunal que Ousmane Sonko a vendu un terrain à 100 millions. Et il a produit un acte notarié, un acte fait devant notaire. D'accord. Bon, vous savez... on a rasé le mur, on ne parle pas de cette affaire, mais on va parler de l'argent de Farbangom, de Abdoumbo, de Amadou Sall, de Amadou Ba, de celui-ci, de celui-là. Avant de faire ces poursuites-là, de faire quoi que ce soit, je dis bien Ousmane Sonko qu'il s'explique. Et qu'il nous explique d'où il a tenu ses... S'il a fait ça, Ousmane Sonko doit s'expliquer. Il l'a fait. Mais au même titre que ces personnes que vous venez de citer, doivent aussi répondre devant la justice. Non. Moi, je dis, j'ai un document, est-il un faux, est-il un vrai, c'est autre chose. Oui. J'ai un document qui établit que Ousmane Sonko a vendu un terrain à 100 millions ou 150 millions. Eux, ils disent, rendez compte. On doit rendre compte. Mais lui, avant de rendre compte, avant de faire quoi que ce soit, parce que c'est lui aujourd'hui qui est aux affaires, qu'il nous règle ce problème-là d'abord. C'est facile de dire, voilà le voleur. Oui. Avant de parler de la brindille qui est dans l'œil de ton voisin, de la grosse poutre qui est dans ton œil, sors là d'abord. Oui. Oui. Voilà. La loi d'amnistie, Mme Aminata Touré, je reviens à elle, continue à demander son abrogation. Que pensez-vous? Là, j'interroge le juriste et l'ancien ministre de la Justice. Est-ce que vous pensez que la prochaine législature, donc, devrait abroger cette loi? Ça m'est égal. Je vais vous dire pourquoi. Ça m'est égal parce que c'est de la politique politicienne. Parce que j'ai entendu tout à l'heure, dans vos reportages,
l'avocat Brody en disant Brody, oui, on a amnistié les forces de l'ordre. Oui. Qui a dit que ce sont les forces de l'ordre qui ont tué qui que ce soit? Personne ne l'a dit. Il n'y a pas d'enquête qui établit que tel a tué. Oui. Donc c'est trop facile de dire on s'est auto-amnistié. Ce n'est pas juste. Aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye est président de la République, Ousmane Sonko est Premier ministre. Ils veulent des enquêtes, ils n'ont qu'à faire des enquêtes. C'est-à-dire que c'est trop facile d'accuser les autres, de dire vous êtes les tueurs. Ils sont aux affaires, des autopsies ont été faites, les balles extraites des victimes sont là. Oui. On sait si les douilles, si Près les balles... de 90 morts, rappelons-le on quand sait même. si ces balles, on sait si ces balles correspondent aux armes utilisées par nos forces de défense ou de sécurité ou pas, on le sait. Parce qu'on sait avec précision quelles sont les armes dont disposent nos forces de défense et de sécurité. Donc quand on extrait une balle, on sait si cette balle peut provenir de ces armes ou d'autres armes. Ils le savent, donc ils n'ont qu'à faire une enquête. Et s'ils font une enquête et qu'ils arrivent à la conclusion que des forces de défense et de sécurité sont impliquées, ils n'ont qu'à les poursuivre, ils n'ont qu'à revenir sur une loi d'amnistie. Mais la loi d'amnistie ne concerne pas seulement, ne vise pas telle personne ou telle autre personne, vise des faits. Beaucoup de faits dans lesquels eux aussi ils sont impliqués. C'est facile de parler, c'est simple de parler, c'est trop facile, trop facile de parler des autres. Ils n'ont qu'à parler d'eux-mêmes. Ils sont aux affaires. Macky Sall n'est plus président, Amadou Ba n'est pas Premier ministre, Sidiki Kaba n'est pas Premier ministre, c'est Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui est président de la République et Ousmane Sonko est Premier ministre. Mais les enquêtes devaient être faites avant aussi. Oui, bon, ça n'a pas été fait, je ne sais pas. Mais Macky Sall n'est plus là. Ne parlons pas des enquêtes qui ont été faites ou pas. Il n'est pas trop tard pour faire des enquêtes. Ils sont aux affaires, ils ont la police, ils ont la gendarmerie, ils ont les forensiques, comme on appelle ça encore, les experts. Ils n'ont qu'à faire les enquêtes et dire qui est impliqué, qui n'est pas impliqué. Une fois qu'ils ont fait ces enquêtes-là, en ce moment-là, ils viennent, ils nous disent nous avons des éléments de preuve que nous mettons à la disposition des Sénégalais et qui nous font dire qu'il y a au niveau des forces de défense et de sécurité des personnes qui sont impliquées. Nous voulons que la loi d'amnistie soit parce que cette justice est quand même nécessaire pour les parents des victimes. Mais je suis d'accord, mais je n'ai aucun problème. Moi, vous savez, je n'ai tiré sur personne. Aucun membre de ma famille n'a tiré sur personne. Je sais seulement qu'à un moment donné, dans les réseaux, ils ont publié ma maison en disant voilà une des maisons qu'il faut aller brûler. Donc s'il y avait quelqu'un qui aurait pu être victime, j'aurais pu en être. Moi, je n'ai fait de tort à personne. Je sais seulement que mon ami Maître El Hadj Diouf a vu sa maison brûlée. Je sais qu'il y a des ministres qui ont vu leur maison brûlée. D'accord? Donc, franchement, oui, allons-y, faisons ces enquêtes-là. Une fois qu'on a fait ces enquêtes, qu'on a des éléments, sur la base de ces éléments, allons à l'Assemblée nationale pour dire que les éléments que nous avons nous permettent de dire que la loi d'amnistie est une loi protectrice des gens qui ne le devaient pas et que la vérité doit se faire. En ce moment-là, on verra bien. Mais sinon, c'est de la politique politicienne. C'est de la poudre aux yeux. Est-ce que vous irez jusqu'à dire que cette loi d'amnistie ferait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le protocole du Cap Manuel, le protocole présumé? Vous savez, moi, le protocole du Cap Manuel, c'est comme le protocole de Conakry, j'en entends parler. C'est encore une arlésienne dans le château de Kafka. Ah bon? Moi, je ne suis pas dans le château de Kafka, je ne fréquente pas, je ne veux pas avoir une arlésienne invisible. On n'en parle que ceux qui nous parlent du protocole de Rebus ou du Cap Manuel nous en donnent les détails. Une fois qu'on a les détails, on discutera. Moi, je ne discute pas de choses que je ne maîtrise pas. Oui, et de la même chose quand on dit que le président Macky Sall aurait aidé le nouveau pouvoir à s'installer. On en a parlé, il y a des gens qui en ont parlé, ça n'a pas... il n'y a pas de preuve particulière, je voudrais bien comprendre. Pour le moment, je ne comprends pas et je ne veux pas parler de choses que je ne maîtrise pas. J'en entends parler comme tout le monde, mais bon, je ne suis pas la vague. Moi, je suis un avocat, je suis comme Saint Thomas, je crois à ce que je vois et aux preuves qu'on m'apporte. Merci beaucoup, Maître Amadou Sall. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit sur TFM. Bonne soirée.